Donc avec nous, Bonjour. donc Aïssa Maïga, que vous pouvez applaudir. Aïssa, si tu veux bien te mettre à côté de moi, merci. Jean-François, si tu veux bien te mettre au milieu, et puis reprendre ton blouson. Et puis je vais aussi appeler Louise Ropagnol de Water Family. Et nous avons aussi avec nous la chance d'avoir Françoise Cosson, qui est déléguée générale de la Fondation Orange, qui va nous expliquer son action, puisque en plus, vous soutenez le film, et vous avez bien raison, le film qui est magnifique. Bonjour. Bonjour. On m'entend bien, oui. Voilà, nous sommes réunis pour parler à la fois de ce film et puis parler accessoirement. On dit souvent on espère souvent que le cinéma peut changer des choses, et on va voir si cinéma et écologie peuvent faire bon ménage. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à lever la main et quelqu'un ou moi courra vers vous avec le micro. Et puis aussi, ouais, je te vois pas complètement bien, Fred, parce que voilà, c'est mieux là à cause voilà. Donc, et Frédéric Cadet qui est là fait le relais avec la salle 2 pour recevoir les questions, la salle 1 pardon, pour recevoir les questions des scolaires, comme on dit. Enfin voilà, des collégiens. Les scolaires qu'on voit à l'image, c'est ça? Ouais, c'est eux qu'on voit à l'image. Salut les scolaires! Bonjour à vous. Alors, si ça vous a plu, levez-vous. Si ça vous a plu, levez-vous. Patrick. Oui, pardon. Merci, Oui, mais regarde, tu vois, je les vois là se lever parce que regarde, ils sont tous levés parce que ça leur a plu. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est génial. Merci, vous pouvez vous rasseoir et puis n'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez des questions. Oui, me fait Fred. Ils ont des questions. Très bien. Moi, je vais commencer. Je vais ouvrir le bal. Aïssa, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ce film? Alors, je serais tenté de dire l'envie de passer derrière la caméra, et puis après, plus particulièrement, l'envie de faire ce film, parce que souvent, les actrices en plus qui travaillent, qui ont du succès, comme c'est ton cas, quand elles passent derrière la caméra, c'est plus pour de la fiction que pour du documentaire. Or, toi, c'est ton premier documentaire de cinéma, mais c'est quand même ton deuxième film documentaire en peu de temps. Qu'est-ce qui t'intéressait d'où vient cette envie de film? Alors, c'est un vieux rêve. Quand j'ai commencé mon parcours d'actrice, j'ai su tout de suite que je ne ferais pas que ça, mais je ne savais faire que ça à l'époque. Et pendant longtemps, j'ai essayé j'ai écrit des choses, ça fonctionnait pas. Voilà. Et puis là, je pense que je suis arrivée à un point de maturité qui fait que je me suis sentie prête à aller derrière la caméra. Mais pour ce film en particulier, moi, je n'avais rien prévu au départ. C'est Yves Darondeau, qui est l'un des coproducteurs du film avec Jean-François Camilleri, qui cherchait quelqu'un pour le réaliser et qui m'a contactée. On ne se connaissait pas du tout. Et au départ, je voulais dire non parce que je ne me sentais pas du tout légitime à parler du réchauffement climatique d'abord, même si je me sens concernée, je reste une simple citoyenne, je n'ai pas d'expertise particulière sur le sujet. Et puis par ailleurs, j'avais un autre projet de film, mais en fait, je n'ai pas pu dire non parce que l'opportunité de filmer en Afrique de l'Ouest, d'où je suis originaire, même si je ne viens pas du Niger, je viens du Mali et du Sénégal, mais c'est assez proche du Niger, c'était quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer, parce qu'en réalité, j'ai un sentiment d'appartenance très fort à la terre sahélienne. C'est une terre qui m'a souvent manqué. C'est une terre dans laquelle je retournais en vacances quand j'étais enfant, puis adolescente. Puis quand je revenais, parfois, je ne savais pas trop comment raconter ce que j'avais vécu. Puis il n'y avait pas les réseaux sociaux, hein, c'était il y a très longtemps. Et en fait, je me suis dit à un certain moment qu'en fait, j'avais peut-être des choses à raconter sur la question de l'eau à travers les liens familiaux et à travers le manque qu'une enfant peut ressentir lorsque ses parents s'en vont. Et pour moi, ça a été le point de départ de l'histoire que j'ai coécrite avec Ariane Kirtley. Alors, cette histoire, elle est formidable, mais encore fallait-il trouver, je serais tenté de dire, les bons interprètes. Comment vous avez décidé d'aller plus précisément dans ce village, et comment vous avez trouvé cette jeune femme incroyable, quoi. Elle est vraiment géniale. Elle est belle, elle est géniale, et quelque part, elle porte aussi le film. En tout cas, elle nous permet d'entrer dans le film.
Alors, c'est vraiment un travail d'équipe. Au départ, encore une fois, je n'étais pas censée réaliser ce film. Il y avait Guy Lagache, qui était le porteur du projet, qui finalement n'a pas pu le faire pour des raisons professionnelles. Lui, en fait, avait fait des repérages dans 3 pays en Afrique de l'Ouest, Togo, Burkina Faso, Niger. Et il avait rencontré à chaque fois des ONG qui travaillaient sur la question de l'eau auprès des communautés villageoises. Et lorsqu'on m'a parlé du Niger et qu'on m'a décrit le village, qu'on m'a décrit le personnage de Souris, la tante, comme voilà, qui est une femme forte, qui est entreprenante, qui est charismatique, quand on m'a expliqué qu'il y avait dans ce village une école avec un prof assez extraordinaire. Petite parenthèse, mon grand-père, dans les années 50, et ça ne se faisait pas du tout à l'époque parce que c'était au Mali, donc le Soudan français, on n'envoyait pas ses enfants, si on était un tout petit peu, comment dire, aisé, on n'envoyait pas ses enfants à l'école des colons. Et mon grand-père avait décidé à l'époque, et c'est une chose qui m'a toujours marquée depuis l'enfance, a décidé à l'époque, dans les années 50, d'envoyer tous ses enfants à l'école, filles et garçons. Et ça a changé la destinée d'un certain nombre de personnes dans ma famille. Et la question de l'école a toujours été très, très, enfin vraiment centrale chez moi. Et donc, le fait qu'on me dise qu'il y avait une école, que les parents étaient déterminés à envoyer leurs enfants malgré les conditions très difficiles, et que ce prof était charismatique. Et voilà, moi j'ai dit, j'aimerais filmer cette histoire à travers les yeux d'une jeune fille. Donc on a pensé à des jeunes filles entre 12, parce que c'est à partir de l'âge de 12 ans qu'en réalité les jeunes filles sont parfois propulsées comme ça à la tête de leur famille. Et quand on m'a parlé d'Oulaye, je me suis dit bon ben on va voir. Et la première fois que je l'ai vue, elle savait pas que je la regardais elle particulièrement. Elle était au courant de rien. J'ai sorti mon téléphone portable dans la classe aussi discrètement que j'ai pu. Et puis ce visage. Là, je me suis dit, mais elle a une profondeur et une grâce et une espèce de force. Tout ça m'a énormément touchée. Quand on débarque, quand le cinéma débarque, c'est un peu comme le cirque avant, quand il débarquait en ville, ça changeait la vie de tous les habitants. Et quand le cinéma débarque, que ce soit ici, enfin je veux dire en France ou là-bas, ça change quand même des choses. Comment ça s'est passé? C'est pas rien un tournage, même un tournage de documentaire qui est plus petit, c'est quand même une invasion dans la vie des gens. Donc comment ça s'est passé? Alors, encore une fois, je ne vais pas passer je vais pas parler que de Guy Lagache, mais Guy Lagache. Oui, parce qu'à un moment, c'est quand même toi qui l'appelles. Oui, mais il était passé par là avant moi, 1 an auparavant. Donc, les gens du village connaissaient le projet de film. Ils savaient qu'il y avait peut-être la possibilité d'avoir un forage. Ils connaissaient déjà, du coup, assez bien les personnes de l'ONG Amaniman. Donc, moi, quand je suis arrivée et que j'ai dit que je prenais le relais, ça ne leur a posé aucun problème. Et puis, je n'ai pas manqué de leur dire que ma grand-mère paternelle était Peul. Et ça a vraiment joué en ma faveur. Et en fait, ils étaient vraiment très, très ouverts. Ils n'avaient jamais vu, pour la plupart, jamais vu de film en tant que spectateurs. Et encore moins, voilà. Après, bon, les images circulent partout, les gens ont des téléphones portables. Donc, la notion de l'image, ce n'est pas quelque chose qui est complètement étranger non plus. Mais le lien est très bien passé avec des personnes clés, le chef du village, l'instituteur, Souris et bien évidemment Oulaye, avec laquelle j'ai eu un lien très, très fort durant les 5 tournages, les 5 sessions que j'ai faites en 1 an. Est-ce que le tournage a accéléré le fait qu'il y ait eu le forage? Ou est-ce que il n'y a aucun lien? Très clairement, sans le double projet, il n'y a aucune raison de penser qu'un forage aurait été creusé à cet endroit-là précis de l'Azawak. Amaniman et d'autres ONG travaillent dans la région, mais le village de Tatiste est un village parmi d'autres. Il n'a a priori rien de spécifique qui... voilà. Donc, ça a accéléré. Mais en même temps, les levées de fonds, je fais une toute petite parenthèse sur la question de comment on cherche et comment on trouve ou pas l'argent pour des forages, c'était quelque chose d'assez difficile parce qu'en réalité, trouver de l'argent pour des jeunes entreprises, de la tech, des start-up africaines, citadines,
créé par des jeunes Africains hyper connectés, ça c'est facile. Trouver de l'argent, trouver des financements pour construire des forages qui permettent d'accéder à une eau potable et qui changent la vie des gens au niveau de la santé, de l'éducation, des droits des femmes, des droits des enfants, enfin, et des droits des communautés globalement, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est pas glamour. Donc pendant qu'on tournait, on avait une espèce d'épée de Damoclès, on ne savait pas comment, à quel rythme on allait trouver l'argent, si on allait avoir assez d'argent, si ça allait permettre de faire un forage multi-village, ce qui était l'ambition de départ de l'ONG. Donc c'était à la fois, ça a été un accélérateur, mais il n'y avait rien d'acquis au préalable. Tu viens de prononcer le mot glamour. Jean-François et toi, enfin, vous avez présenté le film à Cannes. C'était la première mondiale du film. Cannes qui a décidé aussi, et donc quand Cannes donne le là, forcément, il y a d'autres festivals qui suivent, de créer une section consacrée justement à un cinéma conscient, on va dire, et qui est intéressé par les problèmes d'écologie. Toi, Jean-François, c'est pas nouveau pour toi, écologie et cinéma. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à créer Eco-Studio ? Alors j'ai un parcours un peu particulier puisque avant de travailler avec Aïssa sur un film comme celui-ci, qui est un film d'auteur, qui est un film qui a pris plusieurs années à être fait avec énormément d'amour, moi je travaillais chez Disney où je suis resté pendant 30 ans et donc je distribuais des Star Wars, des Avengers, des Pixar, donc c'était pas tout à fait la même chose, mais ça c'est bien évidemment beaucoup plus intéressant. Mais la particularité de ma position chez Disney faisait que je pouvais, et je me suis donné la liberté de financer et de distribuer des films français. Et par envie personnelle, je suis allé vers du documentaire. Le premier étant La Marche de l'Empereur, c'était en 2005. Puis ensuite, Le Renard et l'Enfant, Il était une forêt, Le Premier Cri, Sur le chemin de l'école, qui a été un immense succès également. Et je me suis rendu compte que ces films-là pouvaient changer le regard du public, du grand public, quel que soit son âge, quelles que soient les régions, quels que soient les pays, sur des sujets particuliers. Alors le cinéma a toujours été un média d'impact, depuis le premier film jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai toujours été intéressé par l'expérience sociale et l'expérience artistique qu'on a quand on regarde un film, est-ce que ça peut changer en nous ? Et quand j'ai décidé de partir de chez Disney il y a 2 ans, je tenais absolument, et je suis parti pour ça, créer une structure qui ne ferait que ça, qui ne ferait que des films qu'on appelle aujourd'hui à impact, un mot un petit peu galvaudé, mais c'est vraiment ce que ça signifie. Et l'idée étant d'inspirer le changement à travers des films. Alors ça peut être des documentaires, ça peut être des fictions, ça peut être des séries, ça peut être pour le cinéma, ça peut être pour la télévision, d'inspirer le changement, mais surtout derrière d'inciter à l'action. Parce que c'est une chose de voir un film et d'être inspiré par ce film et de se dire je découvre un sujet, ça m'intéresse, et puis après on repart dans sa vie et on fait rien. Ce qui est important maintenant, c'est de faire en sorte que les gens qui auront vu Marcher sur l'eau, qui auront été sensibilisés à ce sujet, puissent passer à l'action. Et donc, ça s'appelle des campagnes d'impact où on les dirige vers des ONG, on les dirige vers des institutions ou des fondations pour donner du temps, pour donner des idées, éventuellement donner de l'argent, mais en tout cas s'impliquer et agir. Alors, avant de continuer, on va passer à une question des collégiens qui, justement, eux, ça déjà les incite, dans un premier temps, à la réflexion. Alors, il y a une question chez vous. Alors, Fred, est-ce que c'est toi qui fais le relais de la question ? On va l'entendre directement, c'est formidable, la technologie. Bonjour, c'était pour savoir dans quelles conditions vous étiez quand vous avez filmé. Par exemple, au moment où il a plu, est-ce que vous étiez avec des parkas, pendant que les autres étaient avec des habits fins, ou est-ce que vous les avez aidés en leur offrant des habits chauds aussi, ou comment ça s'est passé ? Les conditions de tournage étaient ce qu'on appelle roots. Vraiment très 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 rudimentaire la première fois, et puis on a essayé d'améliorer nos conditions de travail
au fur et à mesure. Et à chaque session, on apportait évidemment ce qu'on pouvait apporter, des fournitures scolaires, des habits. Ce qu'il faut savoir, là on le voit un petit peu dans le film, mais les conditions climatiques, le froid est vraiment très froid. Enfin, c'était horrible. Il fait, Rouslan, mon chef opérateur, dit que j'exagère, mais pour moi, en température ressentie, il faisait 8 degrés. Et on n'était pas préparé à ça du tout. Et les populations ne sont pas équipées pour ces grands froids. Je m'égare un petit peu, mais en tout cas, on a essayé de s'inscrire le plus positivement dans la vie du village en compensant d'une certaine façon le temps qu'on a demandé que les gens ont consacré au film, en offrant de la façon la plus humble possible soit de la nourriture, soit des animaux, des habits, enfin toutes choses qui pouvaient être utiles dans leur quotidien. Par ailleurs, la production a fait un don au village. Et puis, il va y avoir, comme le disait Jean-François, tout un tas d'actions qui vont accompagner la sortie du film en novembre pour soutenir à la fois ce village, mais aussi d'autres initiatives. Voilà, donc on n'avait pas de parka. Il faut savoir qu'il pleuvait surtout. J'ai réussi à filmer un jour de pluie, mais toutes les pluies qui n'étaient pas de simples pluies, qui étaient de véritables tornades, tout s'envolait, avaient lieu entre 1h et 4h du matin, au cœur de la nuit. On n'a jamais pu filmer, on essayait de sauver le matériel, de se mettre tous à l'abri comme on pouvait. Et voilà, après, même si pour nous c'était difficile, on gardait quand même à l'esprit que nous, on rentrait en France régulièrement et que d'ailleurs, dès qu'on arrivait à Niamey, la capitale, on allait à l'hôtel. Et enfin voilà, nous, c'était des épisodes très, très courts. Et ce qui nous importait, c'était de ne pas arriver comme des cow-boys avec des caméras, des gros moyens, des 4x4, mais d'être vraiment dans une forme d'humilité et comment dire. Et en même temps, je fais encore une toute petite parenthèse sur le fait qu'on était au cœur d'une chose assez contradictoire. On parle d'un film sur l'environnement et en même temps, en termes d'impact carbone, on prend l'avion, on prend des voitures, et en même temps, comment faire les choses, enfin comment faire advenir les choses, c'était une sorte de truc un peu entre guillemets sacrificiel, de se dire voilà, on n'est peut-être pas vertueux à 100% parce qu'on n'y va pas en bateau, voilà, mais peut-être que ça en vaut la peine parce que l'impact du film, lui, va permettre des choses peut-être positives et surtout durables. Voilà, il fallait que l'équilibre soit bénéficiaire et non pas déficitaire. Absolument. Une autre question de nos jeunes camarades. C'est à vous. Vous avez le micro, n'hésitez pas. Alors bonjour. Combien de temps il a duré le tournage ? Nous avons tourné entre octobre 2018 et octobre 2019 5 fois. Et à chaque fois, les tournages duraient entre 1 semaine et 2 semaines, autour de 10 jours en moyenne. C'est beaucoup. Oui, et finalement, alors à la fois, c'était pas beaucoup parce que chaque fois, il y avait énormément de surprises. On savait pas exactement qui serait là, qui ne serait pas là, la météo, qui est malade, il y avait énormément de choses à prendre en compte. Et moi, j'étais assez fébrile à chaque fois à l'idée de revenir en France sans avoir de matériaux. Enfin, mon sentiment de responsabilité était hyper décuplé parce que les moyens mis en œuvre, à la fois c'était un petit film dans le sens où on était une petite équipe technique, mais c'était une armada. Le côté cirque, il est réel, hein, parce qu'on avait 15 militaires avec nous, 2 véhicules blindés, des policiers en civil, des chauffeurs, une cuisinière, une traductrice. On était quand même assez nombreux parce que voilà, les conditions sécuritaires et logistiques le demandaient. Et voilà. Oui, une troisième question, et puis après on va revenir à Jean-François. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir ce qui a été le plus long à faire dans ce film. Le montage. Et alors, moi, je suis comédienne à la base, donc je connais bien la lecture et même un peu l'écriture de scénario. Je connais plutôt bien les tournages.
Mais la partie la plus mystérieuse, c'est toute la post-production. Là, je suis vraiment entrée dans la 4e dimension. Donc le montage, d'une part, où on avait à peu près 150 heures de rush, c'est-à-dire d'images tournées. Il fallait arriver à un résultat d'un film d'1h30. Donc ça a été vraiment un travail de fourmi. Il y a une première monteuse qui a travaillé très longtemps sur le film, Isabelle Devinck, qui a fait un film qui que j'avais adoré, qui s'appelle Swagger, un documentaire sur des jeunes qui était vraiment fabuleux. Et ensuite, Isabelle a dû partir pour des raisons professionnelles et Linda Attab a pris le relais vers la toute fin du montage pour aboutir le film. Et puis, au-delà du montage, il y a toutes les questions très techniques de post-production. Et là, je naviguais à vue. C'était très, très intéressant de découvrir tout ce qui se passe au-delà du tournage pour que le film existe. Jean-François, tu parlais de La Marche de l'Empereur, qui a été un succès phénoménal, tant en termes d'entrée que aussi de prix remportés à travers le monde. Ça a quelque part un peu lancé une mode de ce genre de film. Et on a un peu l'impression quand même que les films, la preuve cette année au Festival de Cannes, où il y en avait quand même plusieurs dans cette nouvelle section, il y en a de plus en plus. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus facile maintenant pour un producteur, par exemple, de monter ce genre de film qui ont la volonté de conscientiser les gens sur des problématiques et d'avoir un impact, comme tu disais? Je crois que malheureusement, on vit dans un monde qui connaît de plus en plus qui est face à de plus en plus de défis, et que le cinéma, en tant que sortie, en tant qu'expression artistique, a son rôle à jouer. Je crois qu'il y a plus de problèmes aujourd'hui qu'il y en avait avant, donc il est logique qu'il y ait de plus en plus de films qui parlent de ces problèmes qu'il y en avait avant. Est-ce que c'est plus facile? Oui et non, c'est-à-dire que c'est plus commun. C'est-à-dire qu'avant, quand on arrivait avec La Marche de l'Empereur, les gens, vous êtes malades mentaux de faire un film sur des manchots empereurs dont tout le monde se fout. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus normal. Après, le problème, c'est que plus il y en a, plus le gâteau est coupé en petits morceaux. Donc, c'est pas forcément plus simple, mais on est de plus en plus écouté. Après, on vit dans un monde où il y a le cinéma, mais il y a aussi les plateformes, il y a bien évidemment les chaînes. Et c'est vrai que les plateformes ont beaucoup d'espace pour ce genre de film. Alors, pas un film comme Marcher sur l'eau, qui est vraiment un film de cinéma, oui, mais d'autres documentaires qui traitent de manière beaucoup plus didactique, beaucoup moins artistique, de sujets écologiques ou environnementaux, ou d'autres sujets d'ailleurs, à impact. Ces documentaires trouvent aussi très bien leur place sur ces plateformes. Là, c'est particulier parce que le film qu'Aïssa a fait est vraiment un film d'auteur, est vraiment un film pour le grand écran. Et donc, vous l'avez vu au début avec tous ces logos qui s'enchaînent. On a eu énormément de partenaires entre Orange Studio, que je salue puisque Sébastien est ici, ou France 3, ou OCS, et bien d'autres. Beaucoup de gens nous ont suivis dès le départ parce qu'ils croyaient en ce projet. Alors, de Orange Studio, on passe à la Fondation Orange. Françoise, vous représentez, vous faites plus que représenter, pardon, puisque vous êtes la déléguée générale de la Fondation Orange et vous êtes partenaire du film. D'abord, qu'est-ce que la Fondation Orange ? Alors, la Fondation Orange, elle existe depuis 30 ans. Ce n'est pas une nouvelle fondation. Et la Fondation Orange, on a plusieurs thématiques de soutien. On est sur l'inclusion numérique des femmes et des jeunes, l'inclusion par le numérique, pardon. Et puis, on est sur toutes les questions d'accès à l'éducation, à la formation, à l'emploi et à l'amélioration des conditions de vie dans lesquelles le groupe Orange est présent. Alors, on n'est pas au Niger, mais on est dans plein d'autres pays. On est dans une vingtaine de pays d'Afrique. Et bien sûr, toutes ces problématiques d'accès à l'éducation, d'accès, bien sûr, à l'eau et à la santé nous préoccupent. Et on a des programmes pour pouvoir accompagner les populations. Donc on a créé, on le voit, c'est très bien illustré, la problématique de l'eau qui a des conséquences directes sur l'éducation des jeunes filles, qui creuse les inégalités entre l'éducation des jeunes filles et des jeunes garçons. Donc on a choisi en 2012 de créer un programme qui s'appelle Village. Et un village créé par la Fondation Orange, c'est un accès à l'eau, donc un forage, c'est un centre de santé.
donc qui va gérer les petits bobos, mais aussi les accouchements, les vaccinations, les questions liées au paludisme, enfin toutes les questions sanitaires. Et puis une école, parce qu'on sait que l'éducation, c'est vraiment important et ça porte le développement d'un pays. Donc on a aujourd'hui à peu près une centaine de villages sur la zone Afrique, et ça bénéficie à peu près 500 000 personnes. Donc on voit l'impact direct sur les populations. On voit le taux de scolarité effectivement des jeunes filles augmenter. Ça, c'est vraiment une réussite. Et puis, on équipe aussi les écoles de numérique, donc de tablettes et de petits serveurs offline, pour amener des contenus pédagogiques aussi dans les écoles, pour porter l'éducation encore plus loin dans ces villages. Et comme tu le disais, Aïssa, c'est vraiment important, cette notion de multi-village. Nos villages, on va les implanter dans des zones enclavées, rurales, et qui vont pouvoir servir plusieurs communautés, et ainsi éviter les kilomètres de ces jeunes filles qui vont chercher de l'eau quotidiennement. Alors vous qui vous intéressez à ces problématiques, en quoi, à votre avis, le cinéma, puisque c'était aussi un des sujets de cette discussion, peut justement aider et permettre aux gens de prendre conscience de ces problématiques? En quoi ça peut aider? Et est-ce que c'est pour ça que vous êtes partenaire du film d'Aïssa? C'est vrai que ce film, il porte vraiment notre combat aussi, nous, pour ces accès à l'essentiel, ce qu'on appelle à l'essentiel, donc l'eau, la santé, l'éducation. Et c'est vrai que ça va permettre de toucher un maximum de personnes. Nous ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'avoir des villages multipartenaires, donc d'aller convaincre d'autres partenaires, d'autres entreprises de nous accompagner. On vient de créer un village en Côte d'Ivoire avec Suez qui nous accompagne sur le forage et sur l'eau. Donc c'est vrai que c'est très important. Et puis une entreprise, c'est le miroir de la société. Donc on sait qu'on est de plus en plus engagé. On engage aussi nos salariés. Orange, c'est 140 000 personnes dans le monde. Donc c'est aussi de faire de nos salariés des citoyens engagés, de les sensibiliser à des causes et de les accompagner aussi sur ces sujets-là. Donc pour nous, c'est très important, effectivement, en tant que grande entreprise, en tant qu'entreprise citoyenne aussi, de pouvoir porter ces sujets-là. Et là, on le voit avec un film comme celui d'Aïssa, on va pouvoir porter et aller chercher aussi d'autres partenaires et accélérer aussi tous les villages et toutes les actions qu'on fait dans les pays de la zone Afrique. Voilà. Alors, il y a eu une panne de réseaux sociaux récemment. Est-ce qu'il pourrait y avoir une panne de téléphone, juste le temps de finir cette discussion? Merci beaucoup. Jean-François, est-ce qu'il est plus tu parlais de partenariat et du travail qu'il y a à faire au moment de la sortie, de l'accompagnement du film, l'accompagnement de la thématique du film, et comment nous, du coup, on peut aussi participer. Et après, on demandera à Louise, justement de nous impliquer. Mais est-ce que c'est facile de trouver des partenaires? Est-ce qu'il y a comme dans une communauté que je connais bien, ce qu'ils appellent le pinkwashing? Est-ce qu'il y a aussi du greenwashing? Et est-ce qu'il est du coup plus facile d'entraîner des fondations ou de grandes sociétés à aider et à financer des projets ou à accompagner des films? Alors c'est de moins en moins difficile, je ne voudrais pas dire de plus en plus facile, mais c'est de moins en moins difficile parce que c'est vrai qu'il y a une prise de conscience dans les sociétés en général de l'importance que les entreprises privées jouent et donc de la responsabilité sociétale de l'entreprise qu'on appelle la RSE. De plus en plus d'entreprises ont des fondations. Alors il se trouve que Orange, c'est depuis en effet 30 ans, mais certaines sociétés n'en avaient pas depuis très longtemps et viennent. Et le cinéma, forcément, les intéresse puisque y a cette notion de divertissement au sens noble du terme. Il y a encore une fois cette dimension sociale. On est tous dans une salle pour regarder quelque chose. Et puis de caisse de résonance possible avec des articles, avec des campagnes. Donc il est aujourd'hui plus simple qu'hier de rallier des fondations et de faire en sorte que la locomotive qui est le film puisse accrocher des wagons différents de différentes. Alors ça peut pas, c'est pas forcément que des entreprises, hein, ça peut aussi être des institutions. Là, on est en train de travailler avec l'UNESCO pour des événements également en décembre. Et puis, ce qui est important, c'est de ne pas... Enfin, voilà, le film qu'Aïssa a réalisé avec brio est un film tourné au Niger. Il se trouve que, oui, c'est un film de nationalité française techniquement.
mais c'est un film qui peut parler à tout le monde. Ah oui. Ça peut parler à des Japonais, à des Australiens, à des Sud-Africains, à des Américains. Donc ce qui est important aussi pour nous, producteurs, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas qu'en France que les choses changent, que les regards changent, que la sensibilisation soit faite, mais partout. Donc là, on est en train de préparer la sortie dans tous les pays d'Afrique du film, ce qui n'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose qui va nous rendre riches ni les uns ni les autres, mais c'est une sortie absolument capitale. Aïssa a accepté d'aller au festival du FESPACO à Ouagadougou dans une dizaine de jours. Grand festival. Et c'est des gestes importants. Elle ira au Gabon, elle ira à Dakar, elle ira à Bamako pour présenter le film, parce que c'est encore plus, enfin c'est pas encore plus important, mais c'est au moins aussi important de présenter le film là-bas pour que l'impact soit aussi dans ces pays-là, et puis après en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie et dans le reste de l'Europe. La présentation à Cannes a été importante de ce point de vue-là pour la vente du film, comme on dit, à l'international. Et est-ce qu'il y a eu de bonnes réponses des autres pays, des distributeurs des autres pays? Alors Cannes est toujours important. Cette année était un peu particulière parce que c'était enfin voilà, il n'y avait pas eu de Cannes depuis 2 ans, donc comme tu dois le savoir, il y avait un petit peu moins de participants. Mais oui, Cannes est absolument clé pour ce genre de film. Et aujourd'hui, le film, on n'a pas encore les dates de sortie dans différents pays, mais on les attend. Il fait surtout beaucoup de festivals, en France bien évidemment, mais aussi à l'étranger. Le film a eu un prix au festival de Lecce, qui est un festival de films français, Vive le cinéma, en Italie. Ça, on vous l'apprend. Donc, Alors non, Lecce, c'est il y a 2 semaines, mais parce qu'il y en a eu en effet un deuxième, Patrick. C'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel. On n'a pas le droit d'en parler. Donc ne le répétez à personne. Ne le répétez à personne, mais c'est toujours en Italie. Et donc voilà un exemple d'un pays, l'Italie, qui a déjà consacré 2 fois le marché sur l'eau, et on en est tellement content. Et puis, voilà, il est présenté au Burkina Faso dans 1 semaine et dans bien d'autres pays. Il sera à Colcoa, Los Angeles, au début du mois de novembre. Il sera à Montréal. Il sera à Genève en mars. Enfin, voilà, il a tout un grand voyage à faire autour du monde pour porter la bonne parole. À Montréal, à Cinémania, festival ami du Festival de Saint-Jean-de-Luz. Je voulais simplement dire que la première mondiale avait en réalité eu lieu à Niamey, au Niger. Et que moi, je n'ai pas pu y aller, mais Jean-François s'est rendu là-bas pour montrer le film à une partie du village qui a pu faire le voyage jusqu'à la capitale. C'était extraordinaire parce que ils sont donc venus, ils ont fait 15 heures de route pour venir du village, pour venir à Niamey. Ils étaient une vingtaine du village à venir, dont le chef du village, le fils du chef de village qui dirige l'association qui aide le village avec laquelle on va travailler, avec laquelle on va faire un Kiss Kiss Bank Bank. Mais il y avait dans le groupe 5 jeunes de 10-15 ans et qui venaient pour la première fois dans une ville et qui ne comprenaient pas le principe. Et là, je parle aux enfants, je ne sais pas où ils sont. Là. Ils sont dans l'autre. Il est encore dans l'autre salle. Ils ne comprenaient pas le principe des immeubles. Il faut rappeler que ce sont des nomades, donc ils ont quand même beaucoup d'espace. Ils ont donc, aucune raison de s'entasser. Ouais, et quand ils sont venus à l'hôtel où on était, parce que pour des raisons sécuritaires, on ne pouvait pas véritablement sortir de l'hôtel. C'était un hôtel d'une douzaine d'étages. Et ils regardaient l'hôtel en se demandant ce qui se passait dans ces 12 étages. Et ils ne comprenaient pas que les gens puissent dormir comme ça, les uns sur les autres. Et c'était assez incroyable. Mais ils ont vu le film, ils ont absolument adoré le film. Et ça, c'est vraiment important. Le chef du village a fait un discours extraordinaire. Et ils sont tellement fiers de ce film et tellement fiers que le Niger soit montré dans le monde entier grâce au travail qu'Aïssa a fait. Il y a une dame qui lève la main, je pense qu'elle a une question à poser. Attendez, madame, on va vous tendre un micro afin que non seulement tout le monde puisse vous entendre, mais qu'on puisse en plus enregistrer vos propos. D'accord. Je voulais vous demander si Ouley avait eu la chance de se voir. Non, pas encore. Elle n'a pas pu faire le voyage à ce moment-là. Mais alors, je ne sais pas où ça en est, mais il est question d'une projection en cinéma mobile dans le village dans les semaines ou les mois qui arrivent. Et là, vraiment, la totalité du village, enfin, en tout cas les personnes présentes, tout le monde pourra le voir. Mais elle ne s'est pas encore découverte sur le grand écran. J'ai vraiment, vraiment hâte qu'elle puisse voir le résultat de tous ces tournages.
Je voulais revenir au début de votre intervention. Vous avez eu raison de faire l'éloge d'Oulay, mais il y a un petit personnage qui m'a ému. C'est le petit garçon. Et dites-moi, vous l'avez fait jouer ou vous avez filmé à l'improviste? Alors, le petit garçon s'appelle Barca. Et c'est parce qu'en fait, au début, quand on arrive dans une configuration de tournage comme ça, on a un projet, on sait à peu près ce qu'on veut filmer. Et puis, il y a tout un tas de surprises, de choses qu'on n'a pas prévues et qui s'invitent. Et Barca, il fait vraiment partie des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées. Et il a, comme ça, pris une place très... Vous parlez bien de Barca qui suit Oulay à chaque fois ou du tout petit garçon? Ah, le tout petit Abdoulaye. Pardon? Oui, c'est ça, oui, pardon, je suis partie sur une autre histoire. Oui, alors lui, c'est donc le petit frère de Oulay. Non, on l'a absolument pas dirigé. Hein. De toute façon, lui, c'est vraiment le petit boss, c'est le petit patron. Enfin, vous avez vu sa tête, il est hyper... je pense qu'il doit vraiment croire qu'il est grand. Donc, c'est pas quelqu'un à qui on donne des ordres et des directives. On a vraiment volé des moments comme ça. Et ça a été... lui aussi, enfin, comme Barca dont je parlais, il a emmené le film parce qu'il a une présence incroyable. Alors, on a encore une question dans la salle 1. Bonjour, j'aurais aimé savoir si les réactions des populations que vous avez filmées quand ils vous ont vu arriver avec le matériel et l'armée, s'il y a eu des refus ou des craintes, et si vous connaissez leur point de vue sur le fait que les pays riches viennent les filmer avec un matériel, j'imagine qu'ils ne connaissent pas, et si vous pensez que ça a aidé à les faire accepter le tournage, le fait que vous soyez une réalisatrice noire. Alors, encore une fois, comme le projet existait avant que je n'arrive, il y a toute la phase d'approche, pour moi, a été hyper accélérée. Je pense effectivement que le fait que je dise que mes parents venaient d'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Sénégal, que ma grand-mère était Peul, ça avait du sens pour eux, mais il a fallu tisser un lien ensuite, un vrai climat de confiance. Je n'ai jamais rien filmé contre leur gré. Je demandais, même si tous les jours on me disait, mais tu étais chez toi, tu prends ta caméra, tu filmes, c'est pas un problème. Je demandais toujours. J'ai essayé d'être le moins intrusive possible. Après, sur la question de l'opulence, de la richesse qui est visible à travers le matériel, en fait, je pense que ce qui les a frappés, au départ, c'est pas tant le matériel que les véhicules. Puisqu'on arrivait avec, je crois, 4 véhicules tout-terrain, parce que la route entre Niamey et Abalak, puis Tatiste, ça va pendant les 80 premiers kilomètres. Et après, honnêtement, on voudrait avoir un ostéo avec nous pour chaque étape. Non, mais c'est juste... c'est pas... Enfin, voilà. Mais il y a eu une confusion au départ parce que j'ai compris que les gens du village pensaient que tout ça, ça m'appartenait. Tous ces véhicules, tout ce matériel de cinéma, que c'est moi qui faisais venir l'équipe. Et ça, je me suis rendu compte que le travail pédagogique autour du film était très important, mais sur beaucoup de questions. Et qu'en réalité, la pédagogie, donc il y a des profs de l'autre côté, dans l'autre salle, il y en a peut-être d'ailleurs ici, le fait de répéter les choses fait partie de la pédagogie. Donc on a eu beaucoup de moments de réunion, tournage après tournage, pour réexpliquer qu'il y avait un producteur, que c'est ce producteur, que l'argent ne sortait pas de sa poche, que lui avait choisi comme mission de trouver les moyens financiers, techniques, logistiques pour qu'on puisse tourner, que rien de tout ce que j'avais apporté ne m'appartenait, que il fallait répéter les choses. Mais enfin, ça ça fait partie du jeu, quoi, tout simplement. Mais de toute façon, ce décalage-là, moi, je l'ai toujours vécu. C'est-à-dire que quand j'allais en vacances au Mali petite, j'étais la Française.
on est dedans dehors constamment. On appartient à notre communauté familiale, villageoise, etc. Et en même temps, on est un élément extérieur. Donc moi, cette place, toujours un peu double, toujours singulière en tout cas, je l'ai toujours expérimentée. Donc ça c'était pas, pour moi, c'était pas nouveau. C'était pas inconfortable. J'ai pas de problème d'identité, je pense pas. J'ai assez travaillé sur moi. J'ai eu des très bons thérapeutes. Non, mais sans blague à part, je connais très bien quelle est ma place et quelle est la différence aussi de conditions qu'on vit. Et j'ai toujours eu le sentiment aussi que ma vie aurait pu être très différente et que j'aurais pu, si mon père n'avait pas décidé de venir me chercher au Sénégal, où je suis née, pour m'emmener en France à l'âge de 4 ans, je ne serais sans doute pas devant vous aujourd'hui. Alors j'aurais peut-être eu une carrière professionnelle très intéressante au Sénégal aussi, mais je n'aurais pas eu cette vie-là. S'il avait décidé, si mon oncle qui m'a élevée avait décidé de mettre en pratique sa menace quand j'étais ado et que je faisais un peu n'importe quoi, donc s'il m'avait envoyé au village, au Mali, auprès de ma grand-mère, j'aurais eu encore une autre vie. Donc moi, je m'identifie beaucoup à des trajectoires différentes, parce que je sais que mon existence aurait pu être radicalement différente selon les décisions des adultes autour de moi. Donc je ne me sens pas étrangère au destin de la maman de Houlaye ou de Souris ou de Houlaye elle-même. Je pense que ça décuple il y a un sentiment d'appartenance en tout cas, parce que l'empathie, tout le monde peut l'avoir, mais il y a une sorte de sentiment de proximité, je ne sais pas comment dire, et en même temps, je sais que je suis étrangère. Ah, tu viens de prononcer le mot empathie, de l'empathie à la conscience, enfin la prise de conscience, il y a quand même pas loin. Pour rien vous cacher, hier soir, on a passé une bonne soirée et ce matin, j'avais besoin d'une bonne douche. Et tout d'un coup, je me suis dit, non, là quand même, tu vas faire un débat sur marcher sur l'eau, on va peut-être arrêter. Et je me suis lavé, je vous rassure, mais pas plus que de raison. Et c'est là que vous intervenez, Louise, parce que d'abord, dites-nous, moi je découvre avec vous Water Family, donc on m'a expliqué bien sûr en préparant quelle était votre action, mais dites-nous quelle est votre action. Oui, alors on a le siège qui est à Biarritz, donc c'est fou que vous ne vous connaissiez pas d'avant, mais bon, ça arrive parce que notre principale action c'est la pédagogie auprès des enfants, parce que nous on pense que les enfants, c'est l'avenir. Nous, adultes et nos parents, on ne nous a pas appris tous les termes d'écologie. On commençait à peine à savoir que le monde et la nature allaient mal. Mais là, en fait, on pense que donner le savoir aux enfants, le savoir, c'est le pouvoir. Et je pense qu'aussi par le cinéma, c'est possible de faire passer ces messages et de donner le pouvoir alors, au grand public, mais aussi aux enfants. Et pourquoi le cinéma aussi ? Parce que je pense qu'il faut faire passer des messages avec des émotions. Parce qu'on connaît l'écologie cliché où on tape sur les doigts, ah non, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça, tu pollues. Mais ça marche pas en fait. Les adultes, ils se braquent, ils disent oh, moi je vais continuer à manger de la viande, moi je vais continuer à faire ça, tu m'embêtes. Mais on voit que ça marche pas. Donc en fait, il faut amener avec un message positif et valoriser les actions de chacun. Et c'est ce qu'on dit aussi aux enfants pour pas les braquer et pour pas leur dire que l'écologie, ça va être difficile, qu'ils vont devoir faire des concessions. Non, on essaye d'apprendre avec plaisir. Alors, vous parlez de la douche. Nous, on va dire, tu peux prendre une douche autant de temps que tu veux. Tu peux même prendre un bain. Mais par contre, tu le fais avec un savon naturel ou bio qui ne va pas polluer ensuite l'eau. Parce qu'on la surconsomme, l'eau, mais on la pollue beaucoup. Et aujourd'hui, les systèmes de stations d'épuration, ils ne peuvent pas... forcément, il faut de l'argent. Ce qu'on a ici, et peut-être pas en Afrique, ça c'est encore un autre débat. Mais on n'a pas tous les systèmes pour épurer l'eau et enlever tous les produits chimiques que l'on y met aujourd'hui. Donc voilà, l'histoire de la douche, mais ça passe aussi par l'eau virtuelle. Alors, l'eau virtuelle, c'est celle qu'il faut pour fabriquer tous nos objets et toute notre alimentation. Et ça, c'est 4000 litres d'eau par jour et par personne. Donc l'eau invisible. L'eau visible, à votre avis, c'est combien de litres ? Donc l'eau visible, c'est celle que l'on peut voir à la maison. Alors bien sûr, en Europe, pas en Afrique, parce que, par exemple, au village... 5 minutes, je suis désolé. On passe le temps. Non.
Moi, j'aurais Alors, dit 150, mais... Voilà, alors c'est ça. Donc un Européen, en moyenne, utilise 100 à 150 litres d'eau par jour. On était bons, Donc, nous, tous les deux. Voilà, Bravo. visible, donc pour la douche, la vaisselle, etc. C'est hallucinant. Et donc là, à la maison, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des cosmétiques. On va appeler ça les cosmétiques, mais il y a aussi les produits d'entretien plus naturels. On va en utiliser moins aussi. Mais on va aussi parler, et ça c'est la notion nouvelle que même les parents n'ont pas eue et qu'on apprend aux enfants, c'est l'eau invisible. Donc par exemple, pour faire un jean, aujourd'hui en moyenne, il faut 11 000 litres d'eau. Parce que le jean, c'est du coton et bon... Mais on sait que fashion, l'industrie du vêtement est surconsommatrice. C'est la deuxième après l'agriculture. Alors l'agriculture, voilà. Si vraiment on parle en termes de priorité d'impact, ça va être l'alimentation. Et on ne se rend pas compte, mais l'alimentation, l'agriculture, c'est beaucoup d'eau, beaucoup de produits chimiques, d'intrants. Et du coup, on dit aux enfants, bon, mais en fait, l'eau à la maison, c'est petit en fait à côté. Ton thème d'impact, ça va avoir moins d'impact que de ne pas gaspiller la nourriture ou de manger local ou de saison. Donc voilà, on a des messages aussi sur l'eau invisible et que en fait, tout ce qu'on fait avec l'eau, ça va avoir un impact sur notre santé, notre environnement. Et voilà. Du coup, j'ai dit beaucoup de choses pour condenser. Non, mais c'est pour ça que je voulais qu'on termine ce débat avec vous, puisque j'ai entendu, alors un chiffre que je vais peut-être mal redonner, mais en tout cas, l'image m'avait effrayé, qui est de 10% de la population mondiale est responsable de 50% des problèmes écologiques dans le monde, ce qui veut dire que notre consommation, notre surconsommation ou notre mauvaise consommation est en partie responsable justement de ce qui se passe au Niger ou ce qui a pu se passer avec Oulay et sa famille, et qu'on a été obligé de creuser un puits à 180 mètres de profondeur, et on peut aussi se poser la question de jusqu'à quand il y aura de l'eau dans ce puits, c'est-à-dire cette suppose nappe phréatique. Enfin, s'il ne pleut pas, il y a un moment, elle va s'assécher. On n'arrête pas de pleurer, nous, en disant « Oh là là, notre nappe phréatique, comment on va faire demain pour arroser nos carottes ?» Mais je pense que cette problématique peut avoir lieu peut-être dans quelques années ou dizaines d'années, le plus loin possible, souhaitons-le. Mais... Absolument. La question des forages, elle est importante parce qu'elle répond à un besoin immédiat, un besoin urgent lié à la survie des populations. Mais du point de vue de la durabilité, on ne peut pas se reposer que sur le fait qu'il y a un lac aquifère qui traverse plusieurs pays qui avoisinent le Niger. Alors ça, c'est des choses qu'on n'a pas pu mettre dans le film pour des raisons évidentes de compréhension et puis de durée. Mais ce qui est important, c'est le fait d'accompagner les forages qui améliorent la santé, l'éducation, etc., par des projets d'agroforesterie qui permettent de reverdir, de relancer les pâturages et de relancer également le phénomène d'évaporation lié à la présence de la végétation, qui va relancer le cycle des pluies. Le forage n'est qu'une partie de la solution. Si on ne s'appuie que ça, on court à notre perte. Que là-dessus, pardon, vous avez compris. Merci. C'est l'heure de l'hypoglycémie, je crois. Je trouve intéressant ce que tu dis, Aïssa, parce que en fait, il faut voir les choses en cercle, en fait, en circulaire. C'est que voilà, l'humanitaire a amené, c'est un cliché, mais des stylos, etc. Oui, c'est bien, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils en font de ça? On repart, on leur donne quelque chose et il n'y a pas le mode d'emploi. Et je trouve que c'est bien, voilà, comme tu disais, les arbres, c'est très important. Les arbres, c'est les stations à essence des nuages, en fait. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de nuages, donc il n'y a pas de pluie. Et du coup, voilà, un forage, c'est bien sur un instant, mais en durable, je trouve que c'est très intéressant le projet d'agroforesterie. Et sans arbres, voilà. Et ça aussi, ça demande des moyens techniques, technologiques et financiers. Et c'est là que Françoise intervient. Non, alors nous, c'est vrai qu'on se rend compte aussi avec le temps qu'il faut rajouter des briques à ces villages. Là, on a l'essentiel, on a l'eau, on a la santé, on a l'éducation. Mais effectivement, on est amené de plus en plus à créer des zones de maraîchage, à former les enfants et les plus jeunes à comment s'alimenter, comment utiliser cette zone de maraîchage, comment produire. Et c'est vrai comment prendre soin aussi de leurs terres
Et c'est vrai qu'on rajoute effectivement des briques pour pouvoir accompagner les populations encore plus loin, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, les forages, c'est super quand il arrive, mais qu'au bout d'un moment, ça va pas dans la durabilité, ça va pas être pérenne. Donc c'est vrai qu'il faut trouver d'autres choses. Voilà, donc c'est vrai que nous on essaye effectivement tous les ans, on a des appels à projets, on travaille avec des ONG dans tous les pays, et on essaye de trouver effectivement comment faire durer, comment rajouter des briques comme ça autour des villages, et puis comment impliquer aussi les populations dans la construction de ces villages et dans la prise en main de ces villages, puisque nous, on n'y est pas, et les ONG n'y sont pas tout le temps non plus. Donc, un des facteurs aussi très importants, c'est que ces villages, ils sont faits pour les populations. Donc, on a des conseils de village qui prennent en main les villages et qui font des propositions aussi d'amélioration, de développement. Et ça, c'est très important pour nous. Voilà, et si à votre tour vous voulez aider ou vous en savoir plus à la fois sur la Fondation Orange ou sur Water Family, on mettra bien évidemment sur notre site internet les adresses respectives pour que vous puissiez vous informer et peut-être vous-même agir. On va remercier nos intervenants. Merci à vous d'être restés, d'avoir participé, en espérant que Cinéma et Écologie continue à faire bon ménage et continue à éveiller les consciences. Merci beaucoup Aïssa, Jean-François. Merci beaucoup. Merci à vous et bon festival.